Bienvenue au premier bloc. On va parler de recherche et de préservation de l'environnement. Alors, je vais présenter les gens avec qui je suis. D'abord, on a Mme Céline Surette. Vous détenez un doctorat en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal et vous êtes professeur de chimie et de biochimie à l'Université de Moncton. On a aussi Mme Susan O'Donnell, qui est un PhD. Elle a un doctorat en sociologie et vous avez aussi des antécédents en communication numérique et vous travaillez avec le même organisme, Tracy et Glenn aussi, et vous travaillez aussi sur votre doctorat. Et vous êtes aussi conférencière à l'Université Sainte-Anne. Et nous parlerons aussi en même temps. Et nous avons Janet Doucette. Elle est la coordonnatrice de programme et la réserve naturelle de Pointe-Daly. On va en français avec Mme Surette. Alors, on s'est dit qu'on... Céline? Oui. On dit Céline, c'est bien. Alors, Céline, vous avez un projet présentement. Vous êtes sur un projet qui s'appelle... le réseau ECO. Réseau ECO. Et en anglais, c'est juste pour ceux qui veulent aller voir plus tard, ECO Network, oui. Réseau ECO. D'abord, ECO, c'est l'acronyme. Oui. Parce qu'on parle beaucoup en acronyme. Hein? Oui, on parle beaucoup en acronyme dans le milieu académique. Oui. Donc, le réseau ECO, c'est un réseau ECO, c'est environnement, communauté, santé. C'est un observatoire qui regarde les impacts cumulatifs du développement des ressources naturelles sur la santé, sur l'environnement et sur les communautés qui les habitent. OK. Oui. Alors, vous êtes une chercheure principale? Oui. Alors, si je comprends bien ça, ECO, c'est un projet qui est pan-canadien. C'est un projet qui est pan-canadien, qui a comme objectif de vraiment bâtir la capacité pour pouvoir réagir aux impacts cumulatifs du développement des ressources naturelles. Donc, on a tendance souvent à travailler en silo. Donc, on va travailler sur les aspects environnementaux, sur les aspects de santé, sur les aspects de communauté. Mais quand on parle de développement sur nos territoires, c'est important de pouvoir prendre tous ces morceaux-là puis les remettre ensemble. Donc, le réseau a vraiment ce rôle-là de bâtir la capacité, mais aussi de développer des outils, des processus qui vont nous aider à atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est un réseau qui est pan-canadien, qui est basé sur des études de cas. Il y en a 4 au Canada, il y en a 2 en Colombie-Britannique, une en Alberta et il y en a une ici au Nouveau-Brunswick. Bien, parlons de ça parce que vous êtes chercheur responsable pour la province ici. C'est ça. Alors, oui. Parlez-nous un petit peu de ce projet, oui. du Nouveau-Brunswick. Du Nouveau-Brunswick comme tel. Oui. Donc, c'est un projet où est-ce que dans toutes les études de cas, on a une co-responsabilité entre le milieu universitaire et des organismes partenaires. Au Nouveau-Brunswick, on travaille avec le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick et l'objectif est vraiment de travailler avec différents partenaires dans la province pour les aider à développer les outils qu'ils ont besoin pour pouvoir briser ces silos-là et travailler ensemble pour pouvoir réagir aux impacts cumulatifs. Donc, par exemple, par exemple, on va développer des outils qui nous permettent de pouvoir intégrer des connaissances de santé, d'environnement et de communauté ensemble avec des indicateurs. Donc, on peut prendre différents indicateurs de différents domaines et les mettre ensemble pour pouvoir avoir une idée intégrée de qu'est-ce qui se passe sur le territoire et à ce moment-là, peut-être pouvoir identifier des endroits où est-ce qu'on devrait porter des actions ou développer des politiques qui nous aideraient à mieux gérer ce qui se passe sur notre territoire. Alors, est-ce que vous avez des exemples à donner en particulier ou bien c'est par travers tout le Nouveau-Brunswick? Oui. Bien, c'est qu'on va agir à différents niveaux. Donc, par exemple, on peut développer des cartes qui sont à l'échelle de la province pour pouvoir comparer les différentes régions. Okay. Il faut savoir que le réseau ECO s'intéresse particulièrement aux régions rurales, qui sont souvent les endroits où est-ce qu'on va trouver les industries, où on va développer nos ressources. J'essaie de faire le lien avec le fait qu'on est dans la région, ici, on n'est pas loin de Belle-Dune. C'est ça. Il y avait
il y avait la mine, il y avait la fonderie et tout ça. Oui. Alors, une des façons. Lourde. Donc, on a des outils qu'on va déployer à l'échelle de la province, mais après ça, on peut aussi développer avec les différentes communautés qui en sentent le besoin des outils plus adaptés au contexte local. Donc, par exemple, ici dans la région Chaleur, de comprendre comment on a développé historiquement les ressources naturelles et comment maintenant on est rendu dans une phase importante de transition où est-ce qu'on a vu plusieurs industries fermées, mais en même temps, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le territoire qui nous permettent d'imaginer une baie des Chaleurs autrement. Oui. Donc, comment on fait pour travailler avec les gens pour pouvoir aller là? Donc, ça peut être de juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur le territoire et de voir comment on peut aller de l'avant, par exemple. Vous avez mentionné les régions rurales, c'est un focus que vous avez, mais c'est aussi, je crois, rural et éloigné et autochtone. Oui. Oui. Alors, ça, c'est aussi un intérêt pour vous? Oui, c'est absolument un intérêt pour nous et dans certaines des études de cas, notamment en Colombie-Britannique, on a vraiment un focus très basé sur les Premières Nations et on essaie de prendre ces apprentissages-là et de pouvoir l'adapter ici. Donc, on est en train de développer les liens avec les communautés autochtones au Nouveau-Brunswick aussi. On l'a fait plus dans la région du Sud-Est, mais on est en train de commencer à le faire ici aussi à la baie des Chaleurs. Puis, vous parlez tantôt de recherche interdisciplinaire. Alors, on parle de quelle sorte de sciences avec quelle sorte de sciences naturelles? Bien, moi, quand vous m'avez présenté, vous avez dit que j'étais bien au département de chimie et biochimie. Donc, moi, ma formation est vraiment en sciences naturelles, en sciences environnementales. Mais dans notre réseau, on a des chercheurs qui viennent des sciences sociales, qui viennent des sciences de la santé et beaucoup de partenaires communautaires qui sont dans toutes sortes d'organisations, au milieu de l'éducation, par exemple, au milieu de la santé. Donc, c'est de voir comment, ensemble, on peut travailler pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Donc, ça prend un peu de toutes ces différentes têtes-là pour pouvoir... Puis, comme vous avez dit, pour briser les silos, parce que c'est connu qu'on a tendance à travailler seulement dans nos propres champs nos domaines d'expertise. Et ça que ça demande, bien, ça demande d'avoir une bonne écoute, de pouvoir se comprendre sur les mots qu'on utilise, par exemple. Des fois, ça peut être... Ça peut paraître évident, mais on définit les choses différemment. Donc, comment on arrive... Entre les secteurs, vous voulez dire? Entre les secteurs, oui. Donc, par exemple, juste impact cumulatif, c'est un gros mot qui est difficile à comprendre. Donc, comment on fait pour travailler ensemble, pour comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par ça, pour pouvoir, après ça, agir. Donc, il y a vraiment cette notion-là dans le réseau ECO de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe, vraiment en vue de l'action. OK. Ça, l'action. Alors, votre projet... commencé 2 ans et demi. Oui, on est à peu près à mi-projet. On est à 2 ans et demi dans le projet. On a eu une subvention pour 5 ans qui vient des instituts de recherche de santé du Canada. Bon, alors c'est fédéral, le fédéral qui vaut pour un... Oui, ça va jusqu'en 2022 à peu près. C'est ça, Est-ce qu'à la fin, il va y avoir, j'imagine, vous allez faire comme une espèce de... On fera certainement un bilan, mais ce qu'on espère pouvoir, on espère certainement pouvoir laisser nos partenaires avec des outils qui vont leur permettre de pouvoir continuer le travail. Donc oui, c'est un financement pendant 5 ans, mais on espère que ça va générer une capacité à l'échelle du Canada pour pouvoir agir. J'allais dire, parce que là, vous, c'est le Nouveau-Brunswick, mais avec ça, vous avez vos collègues à travers le pays. C'est ça. Alors, non seulement il y a des discussions ici dans la province, mais il va y avoir des discussions pan-canadiennes. Oui, puis ça qu'on pourrait ajouter aussi, c'est pan-canadien, mais on a aussi des collègues de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie qui participent sur le projet, donc on va aussi pouvoir bénéficier de leurs expertises et vice-versa. Des belles choses. Alors, si les gens sont intéressés d'en savoir un peu plus et puis d'aller peut-être faire un peu comme moi j'ai fait, aller un petit peu voir, c'est le site, c'est econetwork-réseaueco.ca. C'est ça. OK. Alors, merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous allons aller parler avec Susan O'Donnell. Comme j'ai dit plus tôt, vous avez un doctorat en sociologie à l'université. Et vous êtes chercheuse principale aussi dans un autre projet qui s'appelle RAVEN. C'est un autre acronyme. Nous allons démystifier aussi. Elle explique que c'est les voies qui appellent à l'action de l'environnement. C'est un bel acronyme. Et ce que nous faisons
Et je suis très intéressée aussi avec ce que Céline fait parce que je vois beaucoup de similarités. C'est vraiment de bâtir des capacités et on pourrait probablement travailler ensemble. Et moi, ma recherche porte surtout et toute mon expertise, c'est sur les communications numériques. Au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de personnes qui sont au courant qu'on a un défi avec les médias au Nouveau-Brunswick. Beaucoup de défis, mais un des plus gros défis, c'est que les enjeux environnementaux ne sont pas couverts non plus adéquatement, tout comme les enjeux ruraux. Et le but de notre projet, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les médias numériques pour améliorer la couverture des enjeux environnementaux et des enjeux ruraux au Nouveau-Brunswick. Et la façon dont on le fait, et on travaille avec des activistes de l'environnement et dans les régions rurales, de voir comment est-ce qu'on peut les aider avec les médias numériques, de pouvoir qu'ils puissent les aider à raconter leur histoire. Ils sont dans les médias. Et vous donniez aussi des exemples plus tôt. Nous avons 3 partenaires. Elle est en train de les nommer aussi, et Tracy travaille avec eux autres. Et nous avons aussi des initiatives de conjoints de développement économique qui donnent de la formation avec les communautés numériques dans la province. Et le 3e projet que nous avons, et ça a commencé l'année dernière, le projet On aussi qui organise cette activité-là aujourd'hui. Et on a Dani et René. Nous avons rencontré, on participe aussi avec le réseau de l'environnemental du Nouveau-Brunswick et nous travaillons sur des projets communs et nous avons décidé aussi de participer à cette activité. Et maintenant, nous pensons aussi avec d'autres activités qu'on pourrait faire ensemble. Nous sommes vraiment intéressés dans la région de Belle-Dune et comme Céline l'a mentionné, parce que ce que vous savez, c'est une des seules quelques régions de la province où bien qu'il y a une concentration élevée d'industries lourdes. C'est quand même unique. Nous avons Saint-Jean, bien sûr, avec la raffinerie de pétrole, mais ici, on a une concentration dans une région rurale et c'est tellement bel environnement. Et c'est un genre de combinaison aussi, d'une beauté extrême aussi, et des industries lourdes très polluantes. C'est vraiment aussi, d'une perspective de recherche, c'est vraiment une région intéressante à examiner. Maintenant, vous mentionnez Tracy, nous allons aller à Tracy. Et on travaille ensemble sur les mêmes projets aussi. Vous travaillez également sur votre doctorat, ce qui concerne sur les mines. Alors, on veut voir comment est-ce qu'on est impacté par les extractions minières et on travaille avec différents groupes affectés par les mines à travers le Canada, Mining Watch Canada, et comment on travaille ici au Canada, comment est-ce qu'on est impacté par les mines et aussi les mines, comment il y a des impacts à l'extérieur du Canada par les compagnies minières canadiennes. Alors, tu es bien connu, ton nom est bien connu dans ton milieu de travail et forêt, tout cela. Alors, peut-être tu peux nous parler un peu de la situation minière. Alors, toi aussi, tu travailles avec Raven. Parle-nous de la coopérative médiatique Nouveau-Brunswick NB Media Co-op. Alors, ça a été mis sur pied 11 ans passés. 2008, environ 200 personnes à travers la province sont rencontrées à Fredericton pour un forum social. Il y a des gens qui travaillent dans différents secteurs, des syndicalistes, écologistes, et on a reconnu qu'on avait un problème avec les médias dans la province qui ne rapportaient pas nos histoires, nos enjeux, et qui confondaient un peu nos voix qui ne nous représentaient pas bien. Alors, on a mis sur pied le modèle coopératif et le moyen le plus démocratique, si vous voulez.
Alors, on est appuyé par nos membres, les gens se joignent à la coop. On a une rencontre annuelle, une assemblée annuelle. Susan est sur le conseil, aussi éditorialiste. Et depuis ce temps-là, on a raconté différentes histoires, des choses qui n'avaient pas été rapportées auparavant, certaines pas du tout, y compris une qui affecte la région ici, la région de Belgium, où on obtient, parce qu'on obtient notre charbon de la Colombie. Alors, environ 20 ans passés maintenant, je me suis aperçu qu'est-ce qui se passait dans le pays de la Colombie, où on prenait notre charbon. Il y a des gens qui étaient déplacés. Et j'étais revenu, je travaillais outre-mer, je suis revenu au Nouveau-Brunswick et j'ai appris que Énergie Nouveau-Brunswick prenait de charbon qui venait. Alors, il y a des gens qui avaient été déplacés justement en Colombie pour l'extraction minière du charbon. Ils avaient été déplacés par la force, il y avait de la violence, de l'abus. Et aussi, en Colombie, c'est difficile c'est dangereux même d'être syndicaliste. Des gens ont été tués au cours des 30 dernières années. Il y a beaucoup de problèmes à propos de la source d'énergie de charbon par Énergie Nouveau-Brunswick. Alors, on a parlé aux gens dans les communautés affectées. On a rencontré des fonctionnaires d'Énergie Nouveau-Brunswick. Il y avait des grèves dans ces communautés-là, là-bas. Alors, les médias traditionnels ne couvraient pas cela. On t'a parlé d'Énergie Nouveau-Brunswick. On veut que les gens qui écoutent, vous les avez conscientisés à propos de cela. Vous avez fait de votre mieux, du moins. Il y a une fois au moins, le Daily Gleaner, qui appartient au Irving, l'avait couvert. On avait décidé de faire un spectacle à l'extérieur du quartier général d'Énergie Nouveau-Brunswick. Il y avait des gens de l'économie, puis on rencontrait Énergie Nouveau-Brunswick. On était dehors pour manifester. Alors, les médias avaient pris des photos de ça et c'était mentionné nos demandes à ce moment-là. C'est que Énergie Nouveau-Brunswick écrive à la compagnie minière et qu'ils négocient de bonne foi avec les miniers et ceux qui travaillent dans l'extraction minière là-bas. Mais les médias ont appelé. Alors, c'est important que les médias parlent de ces gens-là, parlent avec les gens, les décisionnaires à Énergie Nouveau-Brunswick. Alors, sans nous, il y a des choses comme ça qui n'auraient pas été soulevées. Parce qu'il y a des gens en Colombie qui sont affectés par ces compagnies-là et par notre consommation du charbon ici. Alors, c'est important que ça sorte dans les médias. J'ai fait un Google, l'NB Media Co-op. Il y a beaucoup de matériel là. Et il y a Raven. Très junior. Alors, c'est sur le site raven.org, si je comprends bien, pour avoir de l'information, pour que les gens puissent s'impliquer. Alors, pas seulement de s'impliquer, mais d'écrire des histoires comme ça. C'est la raison qu'on a commencé le projet. Il y en a qui ont des antécédents en journalisme, mais certains d'autres n'en ont pas. Est-ce que ça peut être éditorialiste, opinion du lecteur, ce genre de choses-là? Oui, on fait
fait une édition en collaboration, si vous voulez. Notre but, c'est la justice sociale. Alors, on ne veut pas que les gens soient opprimés de quelque manière que ce soit, ici et là-bas. Alors, c'est ça, on va en faire une histoire qu'on peut publier et raconter ces choses-là. C'est ça, il faut raconter nos histoires. Merci. Et maintenant, on va avec Jeannette Doucette. Et tu m'as mentionné plus tôt comment la place était belle ici. Alors, Jeannette, coordinatrice à la réserve naturelle Pointe-des-Lys, était impliquée dans la conscientisation publique quant à la conservation depuis 9 ans. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail, des programmes? Je travaille au niveau local, mais aussi avec des partenaires provinciaux. Un peu d'histoire. C'était un site potentiel pour la fonderie. Ça aurait été construit là en 1966, mais il y avait beaucoup on a repoussé le projet ce moment-là. Il y avait des négociations avec la Noranda et le ministère des Ressources naturelles. Ils ont décidé de transformer ça en réserve naturelle de conservation. Et comment est-ce qu'on va appeler ça? Alors, on ne coupe rien. Les arbres tombent naturellement, des animaux qui vivent là, même des animaux qui meurent là, c'est naturel. La seule chose qui manquait à ce moment-là, à la conception de réserve, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation comme telle alors des années 80. Peut-être qu'il n'y avait pas pensé auparavant, mais depuis que je suis là, j'ai développé un partenariat avec les Premières Nations. Peu importe ce qu'on fait, en matière d'activité, on reconnaît toujours que c'est un territoire non cédé par les Autochtones, les Premières Nations. Quel groupe ça appartient à la ville de Bathurst présentement. Ils l'ont eu pour $1. Pendant longtemps, les 44 hectares, il n'y a rien qui se passe pendant un bon bout de temps. Il n'y a pas de programme. Ils n'avaient pas les fonds pour embaucher qui que ce soit du personnel. Et à un moment donné, ça a été suggéré que peut-être qu'on devrait faire un parc, un vrai parc. Et c'est ce que la ville a décidé de faire. À l'autour de 2005, une commission a été formée pour étudier la possibilité d'avoir une interprétation sur place. Et ensuite, quelqu'un a été embauché pour commencer cela. Il y a le sentier Mi'kmaq. Le sentier Mi'kmaq qui va de Mont Carleton jusqu'au port de Bathurst. Ça connecte aussi avec le sentier de Nouveau-Brunswick, le sentier Mont Carleton. Oui, la tête du sentier est là. Tu as également mentionné, parce qu'on en parlait dans l'autre bloc, je ne sais pas si vous avez commencé ça, mais peut-être vous pouvez nous en donner plus de... Bien, je vais changer au bienfait socio-économique. Oui, c'est ça, c'était une façon de changer de sujet. Depuis que je suis là avec Daily Point, Pointe-des-Lys, on a fait de l'éducation en environnement. Je suis sur le conseil de Nature Nouveau-Brunswick, mais il y avait un élément qui manquait. Je me rappelle que les scouts, ils étaient actifs. On voulait que les gens soient plus impliqués dans la nature.
Alors, c'est des choses qui manquent, comme faire un repas sur un feu de camp, ce genre de choses-là. Alors, en marchant sur le sentier Mi'kmaq, j'ai rencontré un autre randonneur pédestre. On a commencé à jaser et c'était phénoménal. On avait beaucoup de visions communes. Lui, il travaillait dehors avec le centre des jeunes de Bathurst. Ils avaient amené des jeunes. Donc, on a décidé de travailler là-dessus en dedans, d'aller chercher des fonds. Il y avait le réseau d'inclusion qui nous a aidé beaucoup cette première année-là. La réaction était phénoménale, assez qu'on a décidé de lancer le programme comme une coopérative à but non lucratif. Ça donnerait plus d'opportunités de recevoir plus de fonds. Et si vous avez des choses qui te passionnent, tu veux continuer, tu veux l'élargir. Alors, les âges de 12 ans à 17 ans, ils peuvent faire des sorties de plusieurs jours. Ils apprennent aussi des techniques de survie, et coopérer avec les autres, l'estime de soi, la confiance en soi, travail en équipe. Alors, être en contact avec leur père, mais aussi en nature. Alors, on a quelqu'un qui va en parler, oui, tantôt, de cet aspect-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce programme-là. Il y a une résurgence de cette connexion dont on a besoin avec la nature. Alors, merci beaucoup. Merci Tracy aussi. Et merci Céline et Susan. Très apprécié. We appreciate your participation in Lake Lochwan. Merci, ça a été informatif. Et donc, restez avec nous. Bienvenue au bloc 2. Alors, au bloc 2, on parle d'inclusion et de justice sociale. Avec nous sur le plateau, nous avons Julie Sénotte, qui est coordonnatrice provinciale à la Société d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick et qu'on appelle communément le CIES. La CIES. La CIES, pas la sieste, la CIES. On ne fait pas de CIES à la CIES. C'est ça. Et on a aussi avec nous Jennifer Daigle, qui est la coordonnatrice du réseau d'inclusion communautaire Chaleur, le RIC. Pour les intimes. C'est ça. Et puis Zoé Légère, qui a été participante dans un des projets que vous allez nous parler tantôt. Puis de toute façon, qu'on a un petit peu touché dans le premier bloc, le premier segment, qui est les 4 directions. Alors, on va commencer avec Julie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Puis merci d'avoir accepté de participer. Alors là, on va parler de la Société d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick. Alors, c'est une société de la couronne, il faudrait Absolument. le dire d'emblée. Ce n'est pas seulement un département ou un ministère. Alors, c'est vraiment ancré dans la loi. Absolument. Est-ce que c'est une loi. Oui. Alors, parlez-nous de ça un petit peu. Donc, la loi c'est une loi sur l'inclusion au niveau de la réduction de la pauvreté, mais aussi de l'inclusion communautaire. En fait, ça a été développé il y a 10 ans maintenant dans une approche très, très concentrée sur la consultation publique. Maintenant, on est à notre 3e consultation publique, on est à notre 3e plan de réduction de la pauvreté qui va rentrer en application dans les mois à venir. L'approche initiale était de vraiment défaire qu'est-ce qu'étaient les silos. En fait, on a une tendance à travailler uniquement avec les entreprises, uniquement avec les organismes à but non lucratif, avec les paliers gouvernementaux. Mais on s'est dit que la lacune de tout ça, c'est qu'on avait le mandat d'aller consulter les citoyens, à savoir qu'est-ce qui étaient vraiment les besoins des citoyens en matière d'inclusion et de réduction de pauvreté. De cette approche-là, on fait des consultations publiques pour développer des plans de réduction de pauvreté. En fait, je ne vais pas vous emporter dans le langage de qu'est-ce que ça comporte, mais on fait des consultations provinciales à savoir qu'est-ce qui est les besoins dans 12 régions différentes du Nouveau-Brunswick. Et de ça découlent des actions prioritaires. On fait un plan provincial, mais aussi
De là, la participation de Jen ce soir. On a 12 réseaux d'inclusion communautaire qui travaillent d'arrache-pied dans leur communauté à monter des projets comme 4 directions qu'on parlait tout à l'heure, mais à monter des projets qui répondent vraiment spécifiquement aux besoins de la région. Donc, on dit souvent que les besoins du Sud sont différents des besoins du Nord et c'est pour ça qu'on a cette approche-là, en fait. Vous avez parlé de réduire la pauvreté. C'est vraiment la mission du CIES. Alors, c'est de réduire la pauvreté et aider, là je le prends du site, là, et aider des milliers de Néo-Brunswickois à devenir autonomes. Absolument. Absolument. Autonome en ce sens économiquement parlant. Donc, on a plusieurs initiatives qui s'adressent à des paliers beaucoup plus gouvernementaux, beaucoup plus spécifiques. Au niveau de la réforme, on a eu une réforme, en fait, sur l'aide sociale qui a été menée par la CIES. Il y a eu aussi des programmes tels que pour aider les familles dans le besoin avec les soins dentaires, les soins de vision, mais aussi d'aider par des programmes particuliers qui sont développés à l'intérieur des régions. Donc, chacune des 12 régions d'inclusion communautaire ont chacune une enveloppe budgétaire annuelle qui leur permet de mettre des actions en place. Et non seulement pour réduire la communauté, mais aussi pour planter une graine dans la communauté qui va faire en sorte que nos jeunes, comme Zoé, vont avoir le goût de s'épanouir puis de demeurer en région après pour justement parvenir au développement socio-économique de nos régions. Vous étiez, avant, vous aviez le poste de coordonnatrice alors, vous connaissez bien tout ça, là. Absolument. Ouais, vous êtes devenue la coordonnatrice provinciale, alors c'est un mouvement vers eux qu'on appelle d'avancement, si on veut. Là. Absolument. Alors, félicitations pour ça. Merci. Et puis, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de parler avec, justement, Jennifer, qui a pris le poste récemment, hein, je pense que c'est récent, coordonnatrice. L'année passée. Mois d'août l'année passée. Bien, déjà, c'est déjà en place depuis plus pas tout à fait un an, mais quand même. Alors, coordonnatrice du réseau d'inclusion communautaire Chaleur. Alors, vous avez mentionné tantôt qu'il y en a 12. On a 12 régions. Alors là, on parle d'une région spécifique. Et puis, là, je ne sais pas laquelle des deux va parler de ça, mais c'est quand même, les regroupements, si on veut, comme celui Chaleur, c'est vraiment, il y a un conseil d'administration, alors, la façon dont c'est géré tout ça, là, est-ce que c'est... Si je me permets, merci. Bien, moi, j'ai un comité aviseur. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des gens de la population qui représentent tous les différents secteurs. Fait que le comité aviseur, on a des personnes qui représentent la santé mentale, le développement social, les citoyens. On a aussi l'éducation postsecondaire, l'éducation secondaire. Puis on se regroupe une fois ou 3 mois, puis on revise vraiment c'est quoi les défis qui sont présentés par ces gens-là qui représentent leur groupe de la population. Puis là, on jase, on cherche à trouver des solutions, mais c'est toujours avec l'œil vers ce qu'on a recueilli comme information lors des consultations publiques dans notre région. Puis de là, en découle, je suppose, des projets ou de ces consultations? Oui, absolument. Après les consultations publiques, on élabore un plan régional. Fait qu'on garde en tête c'est quoi les points pour les actions communautaires provinciales. Et avec ça, on va dans nos régions, on cherche à voir c'est quoi les défis, puis on essaie de les surmonter en utilisant l'information qu'on a recueillie dans notre région. Puis là, tantôt, je pense que vous avez mentionné ça, là, mais on parle de réseautage de 4 secteurs, je pense. Hein? Oui, en fait, les 4 secteurs. Je m'en vais là. Oui, je les ai. On va voir si... Tu as bien fait ta recherche. Bien, c'est ça. Mais gouvernement? Oui. Les entreprises? C'est ça? Et puis les organismes non gouvernementaux. Les organismes non lucratifs. Oui, exactement. ONG qu'on appelle. Et puis les citoyens, dont vous avez parlé plus tôt. Alors ça, ces consultations-là, est-ce qu'elles se font aussi dans chaque, comme par exemple, pour vous, c'est le réseau d'inclusion communautaire Chaleur. Alors, il y a eu des... On a fait des consultations publiques il y a 18 mois à peu près, les derniers qu'on a fait, puis on les a faites à 5 places dans notre région. Donc, on essaie vraiment de s'assurer qu'on va chercher un grand nombre de personnes régionales. Tu sais, notre région est quand même étalée.
On a aussi la linguistique. Fait qu'on a fait des consultations bilingues, puis on est allé vraiment dans les communautés. Notre territoire, hein, il est étendu. C'est ça. Fait qu'on a vraiment couvert le territoire pour s'assurer qu'on est allé chercher des gens de tous les côtés. OK. Et puis, les projets que... Oui. Ouais. C'est le fun, c'est ça. Alors, les projets, on va nous laisser parler. Les projets, ça, c'est mon terrain du jeu. Oui. On travaille avec des partenaires incroyables, des gens. Moi, j'ai vraiment le meilleur emploi au monde. Moi, je m'assois avec les gens puis je leur dis, conte-moi, c'est quoi ton rêve? Tu sais, puis là, on essaie de mettre ça en place. Fait que c'est vraiment, là, c'est spécial. Mais justement, ce soir, il y a les productions OWN, les projets OWN avec Espace Maritime, un projet de Notre-Ric, en partenariat avec Notre-Ric. Oui. Il y a la coopérative LABAC où on est ce soir. C'est ça. Fait que, tu sais, déjà là, vous avez eu la chance d'en voir 2. On traite aussi ce qui apporte le transport. Fait qu'avec la CTC Chaleur, la Corporation de transport, du transport abordable. Alors, là, on parle du transport en commun. En commun, le petit autobus, est-ce que je... Oui, c'est alors, ça. on peut en parler de ça. Il fait ça voyage combien de fois? C'est un... Bien, ça il y a plusieurs volets. Fait que, il y en a un que c'est... Volant ou volet? Non. Plusieurs volets. Volant. Il vole partout. C'est comme l'autobus magique. Non. Mais bon, il fait 2 choses. Ouais. Fait qu'il y en a un que, ce qu'il fait, il voyage, il va chercher les personnes à mobilité réduite pour leur apporter à des rendez-vous, des activités sociales. Inclusion, absolument. Mais il y a aussi qu'on a fait un partenariat avec les entrepreneurs du centre-ville, les hôtels, les détaillants. Puis le soir, les fins de semaine, il va chercher les gens qui restent dans les hôtels dans notre région, puis les apporte au centre-ville, puis fait ça prend à peu près 1 heure de trajet. C'est gratuit. Ah, bien, c'est bien. Puis surtout, en hiver, là, présentement, c'est les motoneigistes. C'est ça. Puis en été, bien, il y a aussi, c'est une place où est-ce qu'on peut venir visiter ça. Alors ça, c'est pour la clientèle touristique. C'est ça. Alors. Mais ça démontre un peu c'est quoi les liens qu'on peut faire entre les entreprises, les business, si tu veux, dans la région, puis ce qui concerne l'inclusion. Fait que eux, ils payent pour ce service-là parce qu'ils ont tous contribué à ça. Fait qu'on est allé les chercher, mais ça a permis le roulement des programmes où est-ce qu'on aide les personnes qui ont besoin d'avoir un transport pour leur rendez-vous médical, faire l'épicerie, même jusqu'à des activités sociales. Ah, bien, c'est... Juste pour te donner une idée de l'emploi de la CTC dans la région Chaleur, dans la dernière année, il y a eu 5600 transports qui ont été effectués pour des rendez-vous médicaux, pour aller faire l'épicerie, pour des choses bancaires en lien avec l'emploi. Et ça, c'est tout géré par une ressource bénévole. Donc, c'est des gens qui sont bénévoles, qui apportent ces gens-là qui autrement n'auraient pas accès à se déplacer sur notre territoire. En fait, ça découle du plan de réduction de pauvreté où est-ce que les Nouveaux-Brunswickois s'avaient positionné au niveau du transport. On a vraiment besoin de plus de transport, surtout au niveau du nord de la province. Où est-ce qu'on a besoin d'une organisation à ce sens? C'est un peu ce que la CTC fait. 5600 transports. C'est gros. Merci pour le Puis il y avait aussi un autre projet que te tient à cœur un petit peu, là, la sécurité. La sécurité alimentaire, oui, ça me tient à cœur. On a un programme tout de suite qui s'appelle Manger frais. Donc, on achète des fruits et des légumes au prix du grossiste. On empacte des sacs qui ont une valeur entre 30 et 40 $ chaque. C'était genre à l'épicerie l'acheter. Mais nous, parce qu'on l'a à prix réduit, on le vend dans notre communauté à 15 $ le sac. Ça, c'est un sac mensuel. Les gens, c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est une autre chose. On essaie d'éviter le stigma pour dire que c'est des programmes ou des projets ou des initiatives pour eux autres. Ou ciblé à un groupe particulier? Non, c'est pour tout le monde. C'est toujours ouvert à tout le monde. Puis là, bien, c'est ça, on vient juste d'accueillir un nouveau coordinateur au niveau de la sécurité alimentaire de notre région. Fait que lui, il va continuer avec le projet Manger frais. Et puis, il va aussi développer d'autres projets pour assurer la sécurité alimentaire. Donc, accès à de la bonne nourriture, comment la préparer, comment bien manger. Aussi, possiblement, comment cultiver sa propre nourriture. C'est à l'année, ça? Oui, c'est à l'année. C'est à l'année. Puis, ça prend sa base où? C'est installé où?
On a un centre de bénévolat. On a un centre au centre Kinsman où est-ce que les bénévoles ils vont faire l'empaquetage des sacs. Sauf qu'on a des centres de distribution à la grandeur de la région. Fait qu'il y en a 9 dans notre région. Ils ont une site Facebook. Je vais faire mon petit plug. Site Facebook, vous pouvez aller voir, puis vous allez payer votre sac à l'avance. Puis vous le recevez le mois d'après. Comme ça, on n'a pas de perte. On sait déjà combien on achète. Il n'y a aucun gaspillage. Même qu'au niveau du projet de manger frais, autre que les boîtes dans lesquelles les légumes et les fruits arrivent, il n'y a pas de gaspillage. On n'utilise pas de plastique. C'est tous des sacs réutilisables. Si on doit mettre des choses en sac, c'est du sac de papier. Donc, il n'y a vraiment pas de gaspillage, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de poubelle qui sort de là. Alors, l'information, les gens qui sont à l'écoute, qui aimeraient peut-être aller prendre l'information ou même, je ne sais pas si on s'inscrit à ça ou si... Dans les sites de distribution, vous allez vous inscrire. OK. Puis, vous pouvez aller voir sur Manger frais Chaleur, le site Facebook. Puis, les autres, bien, ils ont toute l'information de c'est où les centres de distribution. Non, c'est super. Alors, on va parler... direction. Exactement. On en a parlé dans le premier bloc, je pense. Et puis, on sait un peu comment ça a commencé. Mais là, allons un peu plus dans le détail avec cette belle initiative qui est 4 directions. Puis d'ailleurs, 4 pour le chiffre 4, les directions. Oui. C'est ça, exactement. Oui, alors 4 directions pour ceux et celles qui voudront aller chercher un petit peu d'informations. Aussi la page Facebook, 4, le chiffre 4 directions. Voilà. Alors, je te laisse la parole sur nous parler de ça, 4 directions, puis après, on va parler à Zoé. Parfait. Bien, 4 directions, là, justement, c'était pour des jeunes comme Zoé. C'est des gars de la région. Là. Tu sais, on pense souvent que des initiatives comme ça vient de, tu sais, des personnes qui ont, genre, des doctorats à l'université. Non, c'est vraiment des gars de notre région qui aimaient bien gros ça, être dans les bois. Puis, tu sais, ils voyaient le besoin de sortir avec les jeunes puis de les intégrer là-dedans. Fait qu'ils se sont dit, tu sais, il y a de quoi faire, là. Puis, si on veut que les jeunes ils restent ici, mais il faut qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont ici. Oui, puis, leur montrer ça leur apporte beaucoup, tu sais, l'esprit de protéger l'environnement, puis de... Il y a aussi la survie là-dedans. Là. Il y a des habiletés. Ça, c'est Zoé qui est l'experte de ça. OK, on va en parler avec elle. Alors, mais c'est dans le but, justement, de développer certaines habiletés chez la jeune personne. On ne parle plus d'enfants, là. On parle de jeunes. Mais puis justement, le groupe d'âge, c'est... De 12 à 17 ans. De 12 à 17. Il y a des activités de 2 jours, 3 jours, 5, 7 jours. Et aussi, ils redonnent à la communauté. Ils sortent à chaque année, ils font le ménage sur le sentier Mi'kmaq. Mais c'est pas juste qu'ils vont ramasser les sacs ou les Kleenex qu'ils trouvent par terre. Ils coupent le bois, ils enlèvent les arbres tombés. Ils font vraiment de la maintenance du sentier. Puis il y a quand même des gens bien encadrés. C'est ça que alors il y a des gens qui les encadrent, parce qu'il y a la question de sécurité, ces choses-là, surtout en forêt. Ça, c'est une initiative qui est subventionnée par la CIES? Subventionné en partie par la CIES. Puis si je peux me permettre, avant de tomber à la partie plus intéressante qui est Zoé, c'est qu'à la CIES, on est de l'argent de départ. On est de l'argent qui est un peu un seed money qu'on appelle. Okay. Où est-ce qu'on va investir dans un projet, mais justement pour encourager le modèle, on encourage les gens à aller chercher de l'argent des entreprises, des organismes à but non lucratif, que ce soit des bénévoles. Fait qu'on s'assure que les gens bâtissent autour de qu'est-ce qu'on injecte. Et pour 4 directions, au point de vue provincial, c'est un des plus grands succès, en fait. Parce que pour chaque dollar que la CIES a investi, la superbe communauté Chaleur a investi 14 $ comparativement aux 1 $ qui a été investi. Fait que c'est tout un succès. Ça démontre... oui, ça, c'est bien. Puis, on parlait de ça dans l'autre segment, qu'on a besoin d'informer les gens de ça. On n'en parle pas beaucoup, puis il n'y a pas beaucoup de plateformes sur lesquelles on peut justement démontrer qu'il y a des choses qui se font ici. Alors, ça, en voilà là, une belle plateforme avec Espace Maritime. On peut informer les gens par rapport à ces projets-là. Maintenant, on va parler avec Zoé Légère. Toi, tu as participé à 4 directions. Oui. Mais avant de commencer avec elle, là, moi, je veux savoir, tu es dans le groupe d'âge entre 12 et... Mais tu n'as pas 12, là. Hein? Oui, j'ai 12 ans. T'es-tu vrai? Oui. Bon,
OK. Alors, tu en as encore pour 5 ans avec 4 directions. C'est le fun, hein? Oui. Bien, sais-tu quoi? J'aurais pas... Je pensais... Mais je ne suis pas la seule qui a pensé ça parce que j'ai entendu des murmures. Bon, alors, parle-nous de ton expérience avec 4 directions. Premièrement, ce n'est pas la première fois. Je crois que tu l'as fait plusieurs fois. Non, ça fait 3 ans. Cet été, ça va faire la 4e année. Tu vas faire la 4. OK. Bien là, on me dit que c'est entre 12 et... OK, je t'apporte une petite explication. Merci, parce que je suis capable de calculer. Oui, c'est pas tes mathématiques qui font défaut. En fait, 4 directions, on a 2 personnes qui sont rémunérées à travers du programme pour livrer, pour assurer la sécurité, pour assurer la coordination. Mais 4 directions, c'est aussi une dizaine de bénévoles dans notre communauté. Et la maman OK, bonjour. De notre belle Zoé qui a 12 ans ici fait partie des bénévoles qui viennent. Donc, quand il y a des bénévoles qui viennent, on leur permet quand même d'apporter leurs enfants pour vivre l'expérience. De là, l'expérience. Et de là, l'expérience de Zoé. Oui, bien, exactement. Alors, je te mets la parole. Et puis, comme ça, c'est pas la première fois. Alors, parle-moi de ça, là, ton expérience avec... Avec 4 directions, elle, que j'ai été ma première fois, c'était la semaine de survie. Et dans la semaine de survie, on apprend les premiers soins, comment allumer un feu. On apprend aussi, comme un exemple, tu pars dans le bois, tu apprends comment faire un shelter, un abri pour exactement. Si jamais il pleut. Ou... Mais là, vous êtes vraiment dans le bois, là? Parce que c'est pas faire semblant, là. Non, tu es vraiment dans le bois, dans la McMatt Trail. Oui. Et il y a des années qu'on marche dans les bois. Il y a des années... L'année passée, on avait eu des tubes et on a tubé dans la rivière. Ah oui? Alors, vous faites différentes choses. Oui. On parlait d'encadrement. Alors, qui sont avec... Premièrement, le groupe de jeunes, ils sont combien qui peut aller en survie comme ça en forêt? Là? Ça dépend les années. Il y a des années qu'on est 15 à 20. Il y a des années qu'on pourrait 10 à 13. C'est quand même beaucoup. Ça varie en... Ça prend beaucoup d'adultes pour... Bien, peut-être pas beaucoup, là, mais ça prend quand même... Alors, prends ton expérience. Combien d'adultes il y avait avec toi, puis qu'est-ce qu'ils te montraient, puis comment ça fonctionnait? Bien, il y avait environ 6 adultes, et ma mère inclus. Oui. Puis, quand on est dans le bois, tout ensemble, il n'y a pas de séparation. On est tous inclus, on est tous des égaux. Il peut y avoir des personnes moins fortunées, des personnes plus fortunées, oui. Mais quand on est dans les bois, la semaine de survie, on est tous égales, même les adultes. Quand vient le temps de la survie, là, c'est pas trop important notre situation sociale, hein? Non, c'est tout le monde est pareil, tout le monde est inclus. Il n'y a pas personne laissé de côté. Puis, alors une semaine, c'était cette expérience-là? 5 jours. À peu près 5 jours, partis sans revenir. Vous partez, vous en allez dans le bois. Oui. Alors, toi, tu as appris beaucoup de choses, là, je peux voir en 5 jours. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, personnellement? Là? C'est sûr que tu as appris des choses. Tu as appris comment partir un feu, probablement, comment survivre en forêt, là, mais comment tu te sens maintenant que tu as fait ces expériences-là? Je me sens plus confiante parce que là-bas, tu n'es pas jugée, tu peux être toi-même. Oui. Puis, je sens qu'avec les adultes là-bas, tu crées une connexion qu'on dirait, quand tu es ici avec la société d'aujourd'hui, avec la technologie, tu n'aurais pas ce lien-là avec les adultes. Ah, c'est bien. Puis, je trouve que ce lien-là est vraiment important. Tu trouves-tu que c'est transférable comme situation, comme tu étais avec les adultes dans cette situation-là et tu reviens dans la vie, alors la vie normale de tous les jours? Est-ce que c'était des choses que ça t'aidait peut-être à... Oui, on prédit qu'on communiquait plus facilement. Oui. Il y avait moins d'arguments, genre de... OK. J'imagine moi, c'est vrai, on ne doit plus argumenter pour les mêmes choses hein, quand on est dans des situations comme ça. C'est un peu différent. Parle-moi aussi un petit peu de... Tu as dit, je suis plus confiante. Il y a des habiletés qu'on développe, là. Est-ce que dans ta vie, à l'école, admettons, ou des choses comme ça, le sentiment d'avoir réussi quelque chose, j'imagine. Ça aussi, c'est de l'accomplissement, ça, une semaine comme ça. Hein? Oui. Je trouve qu'à l'école, ça t'aide beaucoup parce que
une semaine sans technologie, ça te montre comme wow, la nature, c'est tellement beau. Puis tu peux survivre à ça? Oui, tu peux survivre sans technologie pour 5 jours, Ouais. c'est sûr. Puis quand tu es à l'école ou même juste à la maison, tu es comme ah, OK, aujourd'hui, ça me tente d'aller dehors, voir la nature de nouveau. Pas obligé d'attendre ces 5 jours-là pour y aller dehors. Tu as raison. Et puis, maintenant que je sais que tu as 12 ans, puis que tu en as encore pour 5 ans à faire, si tu voulais, je veux dire, c'est quoi tes buts par rapport à ça, par rapport à Quatre Directions? Tu as envie de continuer avec eux? Tu as envie de... Oui, j'ai envie de venir plus inclus avec ça, puis aider. Aider, oui, parce que tu deviens une ressource, hein? C'est ça qui se passe, c'est que tu t'apprends, puis après ça, tu peux montrer aux autres. C'est merveilleux. As-tu pu peut-être influencer certains de tes amis ou des gens? Parce que là, tu me racontes ça, mais est-ce qu'il y avait des gens que tu connaissais dans le groupe ou c'était tous des inconnus? Ma première fois, c'était tous des inconnus, quand j'étais la plus jeune du groupe. Oui. Mais après la deuxième journée, tout le monde se connaît, on est tous des amis, on est tous rassemblés autour du feu, on parle tout, on se compte notre vie, puis c'est vraiment... Puis dans ta vie, à toi, après tes amis, ton cercle d'amis, tu racontes ça, Oui, il y a beaucoup de mes amis la deuxième année qui ont voulu le faire. Oui, parce que tu leur en as parlé? Oui. Un coup, tu y vas une fois, tu veux tellement faire de publicité parce que tu veux qu'il y ait d'autres personnes qui vivent cette mauvaise expérience-là, parce que ça devrait être tout le monde. Oui. Alors, il y a eu d'autres de tes amis qui ont participé à ça? Oui. Alors, c'est quoi là, la prochaine sortie? Est-ce que tu sais? Est-ce que c'est... On n'a pas encore les dates exactes, mais je sais que ça va être cet été, entre le mois de juillet et août. Puis ça, normalement, ça se passe en été? Non. Non? Non, ça se passe à l'année. À l'année, OK. Même que si je peux me permettre, Oui, au absolument. mois de mars, il y a une activité où est-ce que les jeunes ils vont aller bâtir un Kinsey, fait que c'est une sorte d'igloo. Moi, justement, mes enfants, ils ont participé à ça l'année passée. Il faisait moins 26 à l'extérieur. C'est les jeunes qui ont bâti leur Kinsey. Ils ont couché dedans pendant la nuit, puis ça n'a jamais descendu en bas de moins 4. Mais ça étant dit, si je pourrais juste faire un petit à côté, quand on dit que tout le monde peut participer à cette activité-là, c'est parce que c'est gratuit. Bon. Nous, on a l'équipement. Les jeunes, moi, j'envoie mes enfants là avec leur fameux Saxo Base qui n'existe plus, puis avec leur linge dedans. Ils arrivent là, ils mettent leurs vêtements dans le sac pour aller faire du hiking. Là. Ouais. Bon, ils arrivent là, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, les repas. Si ton enfant n'a pas les... Ils sont pris en charge. Oui, s'ils n'ont pas les souliers adéquats, c'est pas grave, on va leur trouver des Parfait. souliers. Alors, ça veut dire que pour l'inclusion, peut-être qu'il y avait des jeunes qui n'auraient peut-être pas les mêmes moyens que d'autres financiers pour y aller. C'est gratuit. Alors, c'est dans ça. On ne veut aucunement faire la distinction entre un jeune qui aurait les moyens ou un jeune qui n'aurait pas les moyens. En fait, on voit tous les jeunes comme des jeunes ayant un potentiel quelconque à être exploité, puis c'est la prémisse de qu'est-ce qu'on fait. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Zoé d'avoir participé. Ça a bien été, hein? Oui. C'est ta première participation, c'était fait bien ça. Et puis, merci à vous deux d'être venus, puis continuez le beau travail, parce que l'inclusion sociale, c'est primordial. Alors, on est de retour dans quelques minutes. Bienvenue au troisième et dernier bloc de l'émission Espace maritime. On va parler de développement économique durable. Alors, j'aime penser que dans ce bloc-là, on part maintenant et on regarde en avant. Et on a sur scène, sur le plateau ici, Jean-Baptiste Roy, qui est membre fondateur de la coopérative La Barque. On a aussi Renaud Haché, Monsieur Haché, et que vous allez nous parler justement du développement économique durable. Bien d'entendre votre opinion. Et puis, on a Monsieur Denis Caron, qui est le président-directeur général du port de Belle-Dune. On est privilégiés d'avoir M. Caron avec nous ce soir. Alors, bienvenue, puis merci aux trois d'avoir accepté l'invitation. On va commencer avec M. Haché. Oh. Alors, vous avez une vision du développement économique durable. Bien, parlez-nous un petit peu là, de votre cheminement qui vous a amené à penser et à vouloir
travailler là-dessus, là, sur le développement économique durable. Puis après ça, on ira même essayer de définir ça, ce terme-là. On en parle beaucoup, là. On va essayer de le définir aussi. Oui, merci, oui. Alors, plusieurs années passées, j'ai complété des études en environnement. Alors, ces études-là m'ont donné un outil pour être capable d'observer la nature puis de comprendre un peu plus la structure des écosystèmes. Pour donner un exemple, une quarantaine d'années passées, je pêchais ici, dans la baie des Chaleurs, avec mon oncle Roméo. Puis, c'est pas une histoire de pêche, là, mais c'était commun de pêcher de la morue grande comme ça dans la baie. Au début des années 80. Pour vrai, là, c'est pas une histoire de pêche. Là. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, comme on a parlé aujourd'hui toute la journée, les actions qu'on porte ont des effets à court, à moyen et à long terme. Alors, les actions et les décisions qui ont été prises dans le passé ont des effets aujourd'hui. Alors, quand on parle de développement durable, on parle principalement de deux concepts. On parle du développement, qui est en lien avec la croissance économique, puis on parle aussi du durable, qui a rapport avec l'idée de maintenir quelque chose de façon permanente. Alors, quand on parle de développement durable au niveau du développement socio-économique, on parle de trois aspects principaux qui sont en lien avec les opérations des entreprises. Donc, toute opération a des impacts sur trois principaux paliers. Le premier étant le palier environnemental. Quels sont les impacts d'une entreprise sur l'environnement à court, moyen et long terme? Il y a le volet qui est le volet social, qui est en lien avec le bien-être des travailleurs, donc tout ce qui a rapport avec les conditions. Donc, pour que ce soit du développement durable, la condition de l'entreprise qui offre à ses employés, ça doit pouvoir se maintenir pour le bien-être. Et le troisième volet, c'est ce côté économique qui a rapport avec les retombées dans la communauté. Donc, les trois principaux paliers, les trois principaux aspects du développement durable, l'environnement, le côté social et le côté économique. OK. Alors, oui. Oui. Bien, dans les discussions qu'on a eues, on a parlé aussi, vous avez parlé d'écosystèmes d'entreprises durables et d'augmenter la capacité des entreprises existantes. Oui. C'est une opportunité qu'on a dans le nord du Nouveau-Brunswick. On parle beaucoup du potentiel du nord du Nouveau-Brunswick. Puis une des opportunités qui existent présentement, c'est que le nord de la province est très bien positionné pour se doter de cette identité-là, des entreprises qui sont orientées puis placées pour faire du développement durable. Alors ça passe par augmenter la capacité des entreprises à reconnaître leurs impacts et être capable de les documenter et de communiquer qu'est-ce qu'ils font pour s'enligner vers le développement durable. Donc, effectivement, il y a une occasion ici pour les entreprises de faire ce tournage, ce virage, faire un virage du développement durable, cette opportunité de faire ce virage vers le développement durable pour placer les entreprises dans une situation où est-ce qu'ils peuvent jouer le rôle d'être responsables au niveau sociétal. Okay. Donc, équiper les entreprises à être capables de développer et à devenir des leaders dans notre région pour favoriser le développement durable, mais aussi de créer un noyau d'entreprises qui permettrait de développer cette identité-là. Bien, c'est ça. Est-ce que ça vient à ce que vous aviez déjà mentionné là, dans une conversation d'identité régionale? Tout à fait. Ouais, oui, c'est ça. Donc, le potentiel existe de créer cette identité-là dans le nord du Nouveau-Brunswick où est-ce qu'on serait reconnu au niveau de la province, au niveau du Canada, au niveau international, où est-ce qu'on pourrait être reconnu comme une région qui a fait le virage vers le développement durable. Et pour ça, bien, ça prend un premier noyau de leaders régionaux qui pourraient mener cette initiative-là. Puis là, ma prochaine question, puis je ne vais pas vous mettre sur mais est-ce qu'il y aurait, pour ces gens-là, ces entrepreneurs-là, pour qui ce serait un intérêt, est-ce qu'il y a du soutien pour faire ce virage-là, comme vous dites? Est-ce que ça existe, ça? Je ne pourrais pas dire que le soutien est en place, mais certainement que les mécanismes, puis les capacités des bailleurs de fonds, les capacités des organisations qui sont en place ont certainement des leviers pour mettre ça en place. Oui, tout à fait. Puis pour les aider dans le virage, puis d'aller dans cette direction. Pour aller dans cette direction-là. Donc, bâtir la capacité d'être capable de reconnaître ces impacts-là, faire ce qu'on appelle du reporting, être capable de documenter les impacts, documenter les actions et aussi d'être capable de les communiquer.
Bien, c'est plus clair pour moi. Je vous remercie. Bien, plaisir. Je vais parler avec, tantôt, vous êtes compteur, vous avez compté, je vais vous demander, Jean-Baptiste, de nous conter l'histoire de la barque. Parce que ça, la barque, je pense que c'est un modèle dans la communauté de résilience, ou bien un modèle aussi on pourrait dire de développement économique durable, dans le sens où il est arrivé, l'école de Pointe-Verte a annoncé qu'il fermait ses portes, et tout à coup, un groupe de Pointe-Verte, de citoyens, a pris l'initiative de faire quelque chose avec ça. Alors, vous êtes un des membres fondateurs de la coopérative La Barque. Pour vraiment compter l'histoire de ça, là, il faudrait y aller même avant la fermeture de l'école. OK. Ça fait que je peux vous dire que moi, je me préparais à la retraite, puis j'avais toujours dans la tête me dire qu'est-ce que je vais faire à la retraite. Ça fait que je suis un des ministres, puis j'aimais transférer mes connaissances, puis tout ça là, me mijotait tout le temps dans la tête. Puis là, j'essayais de faire passer le message à d'autres personnes qu'il serait important qu'on puisse avoir dans la région du nord du Nouveau-Brunswick, et la région Chaleur plutôt, un endroit où que les gens pourraient se rencontrer et de pouvoir vraiment verbaliser et socialiser et alentour d'un groupe qui pourrait faire de la menuiserie, le travail de bois. Ça fait que je n'étais pas trop écouté parce que c'était quelque chose qui était un peu un rêve. Mm-hmm. Un rêve. Puis ma mère m'avait dit quand j'étais jeune, tu as le droit de rêver qu'est-ce que tu veux, mais je ne sais pas si ça va se réaliser. Ça fait que là, j'étais là. J'ai eu la chance d'être invité à construire un bateau, un Terra Nova, pour Euclide Chiasson. Oui. Qui est le président, actuel de la coop La Barque. Et bon, ça fait que là, j'ai accepté tout de suite parce que le travail de bois, ça m'intéresse. Ça arrive là, dans son garage pour construire son bateau. Puis là, la deuxième journée, je commence à faire les plans, puis toutes ces affaires-là. Il était un peu emballé. Là, il invitait des gens à venir voir mon travail. Pas que là, j'apprends à me péter les bretelles un petit peu. Là, j'ai dit ça tout à l'heure dans l'émission. Mais. Il va falloir qu'on. Ah, ouais, c'est ça. Je vais rapetisser un petit peu. Ça. Je vais rapetisser un petit peu. Vous savez que là, j'ai dit, c'est le temps que je pointe mon projet. Je pointe mon projet de dire qu'on devrait développer une menuiserie communautaire où ce que les gens peuvent se rencontrer, puis tout ça. Et là, ils ont vraiment cru qu'est-ce que je voulais dire. Ils ont vu qu'est-ce que je voulais dire. C'était concret, là. C'était plus concret, là. Ils le voyaient, là. C'était comme... Vous savez qu'à partir de là, on a continué à jaser. Puis moi, j'avais fait des recherches dans la région Chaleur, là, à partir de Bathurst, là, en montant des bâtisses où il y aurait pu avoir lieu cette menuiserie, mais c'était pas abordable là, pour quelqu'un qui arrivait à la retraite, là, puis il fallait acheter, puis toutes ces affaires-là. Ça fait que, une bonne journée, j'arrive dans le garage à Euclide, puis il y avait 4-5 gars là, puis il a dit, regarde, j'ai trouvé une place pour ta menuiserie. Ah! Je dis, on arrête le travail tout de suite, là, on s'en va là, tu sais. Il a dit, c'est l'école, c'est jour jeunesse, mais les élèves vont déménager dans une autre école, puis ça va rester libre, ça, cette affaire-là, on va faire ça là. Mais je dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. On a venu visiter. Quand on a visité l'emplacement, là, regarde, on est à l'intérieur de l'école, il n'y a rien qui a changé depuis la journée qu'on est rentré, à part des couches de peinture ici et là. Et là, le projet est parti. Ouais. Quoique, la menuiserie a pris plus de temps à se développer que le reste des activités. C'est un peu normal, ça demande beaucoup, ça. C'est ça. Il y avait beaucoup d'argent, il fallait mettre beaucoup d'argent, ça a coûté, c'était un investissement de 100 000 $ là, pour la menuiserie. Là. Ça fait que c'est là que ça a parti l'idée. On a été chercher dans la région Chaleur des gens qui avaient une pensée semblable. De coopérative. Pour essayer de brosser la façon qu'on allait faire ça. Puis l'idée de la coopérative a été une des idées qui a été pondue à partir du groupe qui a été mis en place.
et on peut voir l'essor qui a été dans la région Chaleur lors de cette initiative-là. Regarde, la barque tient le nom du bateau qu'on a construit. C'est Abac. Ensemble, on va ramer. Puis, regarde, ça a été comme un genre de jardin de fleurs, parce que toutes les idées arrivaient de tous les côtés, trop vite, plus vite qu'on pouvait les gérer. Ça fait que, est-ce que c'était un heureux hasard? Dans le bord des instituts de commerce et des gens, ça arrivait de tous les bords, de tous les côtés, pour essayer de nous donner des coups de main, mais on ne pouvait plus gérer ça. Là. Je veux dire, regarde, il y avait un grand intérêt. Ouais. Ça fait qu'on a fait des rencontres dans l'ensemble de la région Chaleur, de toutes les municipalités, pour leur démontrer notre vision vraiment vers qu'est-ce qu'on voulait développer. De Bathurst aller jusqu'à Charlot. Puis maintenant, vous êtes rendu avec au-dessus de combien? 1052 membres. Oui, puis qui a payé, ils nous ont fait confiance, ils ont fait confiance un à l'autre. Parce qu'une personne a payé 25 $ pour être membre de quelque chose qu'il ne savait même pas qu'est-ce qui allait arriver. Puis lui, toi, tu es membre, ben moi aussi, je vais être membre. Il y a 1052 personnes qui ont payé 25 $ pour avoir confiance à un institut qui va être là pour longtemps. C'est ça qui est leurs idées à l'intérieur de ça. Puis la durabilité, c'est ça. Puis pour donner un peu un aperçu là, de la barque, vous avez, bien, il y a l'ébénisterie que vous avez déjà parlé, mais il y a aussi des formations qui peuvent se donner maintenant. Alors, c'est vraiment votre coopérative d'entraide pour essayer d'aller aider la communauté. Vous avez aussi une bouquinerie, il y a des cours qui se donnent il y a de yoga, de peinture, en tout cas, j'en passe. Je voulais simplement m'assurer que les gens qui nous écoutent, ils peuvent aller sur le site. Oui. Vous avez un site Internet. Oui. Vous avez des lettres d'information. Les gens peuvent s'inscrire, peuvent devenir membres. Alors, s'ils vont à La Barque... Oui, www.labarque.coop. Oui, Coop La Barque ou la Barque Coop. .org. Oui. Et ils auront les informations nécessaires pour s'enregistrer comme membre en ligne. Oui. Et avoir les informations de ce qui se passe à La Barque. On pourrait mentionner aussi, juste faire une petite parenthèse, qu'il y a 35 différentes sortes d'activités qui se passent à l'intérieur de cette bâtisse ici. Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas créé un besoin, c'est qu'on a rempli le besoin. C'est ça. C'est ça qu'il faut diviser, là. C'est un bel exemple de résilience aussi, c'est un bel exemple de regarder en avant puis de prendre action. C'est ça. C'est avec une défaite, quelque chose qui est arrivé avec une fermeture d'école qu'on voit à travers la province. Je pense que vous êtes aussi, La Barque est un exemple, c'est une pratique exemplaire dans la province. C'est un projet assez unique. Je ne pense pas qu'il y en a d'autres comme ça. Pas sur ce style-là. Ben exactement. Alors, je voulais qu'on partage ça parce que c'est une très belle réussite. Puis, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Merci. Maintenant, j'aimerais parler avec le président directeur général du port de Belle-Dune, qui est une fierté pour nous, pour le nord, le nord-est, la région Chaleur. Alors, vous êtes à la tête du port depuis 2015, puis vous n'êtes pas inconnu, là, vous, avec le développement économique. Là. Vous venez, avant ça, vous étiez impliqué dans le développement économique de la province, si je ne me trompe pas. Oui, ça fait 4 ans que je suis au port. Oui. Mais auparavant, j'étais à Fredericton. J'ai fait ma carrière à Fredericton. Je m'ai retiré 4 ans passés. Ah, un autre, on est allés chercher de la retraite. Oui, comme sous-ministre du Développement économique. Mais j'étais aussi sous-ministre de l'Environnement et d'autres ministères. OK. Je suis originaire de Campbellton, donc je voulais revenir ici, chez nous, oui. avec ma conjointe. Et rétablir des liens avec, bien sûr, les amis, la parenté, mais surtout de donner un peu de moi-même à la communauté. Parce que lorsqu'on est à l'extérieur, surtout dans mon cas, que j'ai vécu à Fredericton,
C'est sûr et certain qu'on fait partie d'une communauté, mais ce n'est pas vraiment notre communauté. Et donc, c'était toujours un objectif pour revenir et de participer à l'épanouissement de notre communauté. Alors, pour mettre un peu en contexte avec le port de Belle-Dune, puis aussi de regarder, parce qu'on essaie de regarder vers l'avant, mais on va parler un petit peu du passé du port. Du port. Il a été construit en 1968 pour satisfaire justement les besoins de transport de ce qu'on appelait les industries lourdes, là, qui étaient à l'époque la mine, la fonderie, je crois. Et puis, alors ça, c'était cette raison. C'était la première raison. Justement, c'était surtout pour la fonderie. Donc, c'était pour la matière première qui était transformée. Donc, c'était envoyé sur d'autres marchés. Il y avait bien sûr l'industrie de la forêt, donc l'industrie des pâtes et papiers surtout. On avait plusieurs usines ici dans le nord, à Dalhousie, à Bathurst, à Miramichi, à Toulville. Donc, on avait toutes ces industries-là qui œuvraient à l'époque. Donc, le port a été créé en 1968. D'ailleurs, on a fêté nos 50 ans en 2018. Puis là, le port a fallu que, naturellement, avec les fermetures, bien, il y a eu un changement à travers les années quand même. Il y a eu des ajouts de les terminaux. Je pense que vous en avez commencé avec 1, puis on est rendu à 4. Et puis, mais quand même, c'est de changer la direction. Puis maintenant, c'est quand même un moteur de développement économique ici, là, le port de Belle-Dune. Mais c'est quelque chose, on l'a mentionné tout à l'heure, on a des outils de développement économique ici même on n'utilise pas nécessairement à sa pleine capacité. Donc, un exemple, le port de mer, on est à peine à 30 de capacité. Par contre, depuis 4-5 ans, on a doublé en termes de nos volumes. Ouais. On a eu notre meilleure année dans l'histoire du port en 2018. Donc, on a vraiment diversifié nos produits. On reçoit et on exporte des produits en vrac. Donc, ce n'est pas un port de mer comme Halifax ou Montréal avec des contenants. Nous, c'est vraiment des produits plus des ressources naturelles qu'on reçoit. Donc, un exemple, on reçoit du sel du Maroc, la perlite de la Grèce, on exporte des copeaux de bois en Chine, on exporte des granules de bois en Angleterre. Donc, on est vraiment global. Puis, c'est un outil que, effectivement, ça nous donne une opportunité à rejoindre le monde dans son ensemble. Donc, c'est très important comme outil. Puis, on a parlé un petit peu ensemble de les produits biomasse. C'était, ça en est des... Oui, depuis 4-5 ans, on a 3 fournisseurs qui fournissent des granules industriels. Donc, chose intéressante, c'est qu'ils sont exportés en Grande-Bretagne, sont mélangés avec le charbon dans des centrales pour faire de l'énergie. Donc, curieusement, on pourrait faire la même chose à côté. Ben oui. Hein? Je suppose qu'il y a des... je ne vais pas me mêler de ce qui me regarde pas. C'est des grandes questions. Ben oui, c'est ça. Alors, je suppose qu'il y a des discussions qui ont lieu par rapport à ça. Absolument. Il y a des discussions. Puis, on a 3 ou 4 autres projets qu'on travaille dessus pour les mêmes produits. Oui. On a parlé dans les 3 blocs. Le premier bloc, c'était la protection de l'environnement. Le port de Belle-Dune, l'eau, la mer et tout ça, est-ce que vous avez dû vous avez fait face à certains enjeux au niveau soit climatique ou au niveau pour que le port soit, on parlait là, de peut-être le niveau de lever que vous parliez un peu de ça, oui. Les enjeux de ce côté-là. C'est sûr, avec le changement climatique, il y a des effets. Ouais. Puis un exemple, c'est que présentement, on fait une expansion de 40 millions au port. Puis les terminaux sont trop bas. Donc, comparativement à 10 ans, 15 ans, 25 ans passés, on était assez haut. Là, on a dû augmenter justement la hauteur de 1 mètre. Donc, ça, c'est un impact direct qu'on reconnaît, puis on doit se préparer en conséquence. Évidemment, il y a d'autres aspects aussi. On fait partie de la marine verte, donc c'est vraiment une désignation internationale en termes de nos opérations, comment on fonctionne et tout. Donc, c'est des standards, c'est
c'est des pratiques qu'on doit entreprendre. Donc, on est à la fine pointe aussi. Chef de file, peut-être? Ou... Oui, oui, absolument. Il y a un aspect que, avant de parler de ça, je veux juste dire aussi que le site du port de Belle-Dune, votre site est très, très informatif. C'est vraiment bien fait. Et puis, si je me souviens bien, c'est Port of Belle-Dune ou portofbeldune.ca, mais en faisant sur un moteur de recherche Port de Belle-Dune, là, ça va venir tout de suite. Oui. J'ai vu, puis on en a parlé de toute façon parce que vous l'aviez mentionné, mais il faut absolument en parler. C'est le protocole de relations, d'engagement et de consultation. Puis je vais vous laisser en parler, mais pour tout de suite, le port est situé sur des terres non cédées. Puis c'est parce que c'est comme, on en parle présentement dans les médias, c'est comme un addon là, de tout ça, mais c'est quand même ça qui se passe. Alors vous, le port de Belle-Dune, vous avez fait ce protocole-là, qui est d'ailleurs sur le site, qui est le document PDF est là. Alors tout est là. Alors parlez-nous de ça un petit peu. Mais lorsque je suis arrivé, on avait certains produits, entre autres le pétrole de l'Ouest, qui avait des opportunités de l'exporter à partir de Belle-Dune. Donc, c'était surtout par train. Et lorsque je suis arrivé, on avait la communauté Lestigouche, les Mi'kmaq, qui s'opposaient à ce projet-là. Par contre, il y avait eu les permis qui étaient nécessaires. Et le CN avait pas nécessairement défini quelle route qu'elle allait prendre, parce qu'au Nouveau-Brunswick, il y a 2 routes de chemin de fer. Il y a la vallée de la Matapédia, donc de Rimouski, Campbellton, Belle-Dune, ou bien le tronçon qui passe Edmundston, Moncton, Belle-Dune. Donc, on a 2 chemins de fer au Nouveau-Brunswick. Mais malheureusement, le CN ne voulait pas nécessairement dévoiler quelle route. Puis les Premières Nations de Lestigouche sont opposées au projet. Donc, lorsque je suis arrivé, j'ai dit, mais on doit établir une relation avec nos voisins, avec les Premières Nations. Et j'avais vécu un peu l'expérience lorsque j'étais avec le gouvernement provincial. Et d'ailleurs, qu'on n'avait pas nécessairement fait une bonne job avec la province. Donc, c'était vraiment une question de travailler, d'aller rencontrer ces gens-là, d'expliquer un peu le port, nos projets, nos intentions, et ainsi de suite. Développer un lien de confiance aussi. Lien de confiance. Entre les deux. Et de s'assurer, évidemment, que le développement pourrait se faire ensemble. Donc, on a entrepris cette démarche-là. Et 14 mois après, on avait un protocole avec 8 Premières Nations de Mi'kmaq, donc essentiellement au Nouveau-Brunswick, sur la côte Est. En Gaspésie, il y a 3 communautés Mi'kmaq aussi, donc on travaille de près avec eux pour justement avoir le même protocole. Puis le protocole, c'est pas compliqué, c'est que n'importe qui veut venir au port de Belle-Dune, faire affaire avec le port de Belle-Dune, il doit signer une entente, puis cette entente-là, ils doivent présenter leur projet en bonne et due forme avec toutes les informations aux Premières Nations. On met de côté aussi 100 000 $ pour ce qu'on appelle une certaine capacité technique, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à des ingénieurs et des chimistes et des professionnels. Donc, l'encadrement puis le soutien. C'est ça. Donc, on a 100 000 $ par année que les Premières Nations peuvent piger dedans lorsqu'ils vont faire une évaluation du projet en question. Donc, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est tout le volet économique. C'est d'offrir des opportunités, soit au niveau des emplois, soit au niveau potentiel des contrats. On a une compagnie autochtone, justement, qui fait la livraison de certains produits par camion de la réserve Papineau. Donc, c'est vraiment d'encourager ce développement-là. Puis, il y a aussi ce que j'ai vu sur le site, que vous êtes fiers d'être réellement ancré dans la communauté. Puis ça, je prends les mots directement du site Web. Et puis ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce que le bloc, avant, on parlait de l'inclusion et puis l'inclusion communautaire. Vous offrez des bourses d'études. Les bourses d'études, on redonne à la communauté 5 % de nos profits. Donc, l'an passé, c'était 150 000 $. Donc, en 2018, on avait fait c'était notre meilleure année dans l'histoire du port.
en passant. Donc, on a eu 3 millions de tonnes métriques de produits qu'on a soit importés ou exportés. Puis on a fait 3 millions de profits, donc à peu près $1 par tonne. Donc, on redonne à la communauté 5 de nos profits pour différents projets. Oui. C'est vraiment, c'est des belles nouvelles, puis ça doit être partagé. C'est pour ça aussi que les projets ON et puis l'espace maritime, c'est une plateforme pour justement informer les gens par rapport à ces succès-là. Puis pour terminer, il y a une note, moi, ce que j'ai aimé personnellement, c'est que l'administration portuaire de Belle-Dune a été créée justement pour ici. Alors, avant, c'était géré, les ports, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, pour ici, c'était géré par Ottawa, c'est fédéral, hein, c'est une juridiction fédérale. Et puis, depuis 2000, l'administration se fait ici. Oui, donc, en 2000, le port a été transféré localement. Donc, on gère les terminaux qui appartiennent toujours au gouvernement fédéral. Mais on a acquis au fil des ans 2000 acres de terre. Donc, on a beaucoup de terrain pour le développement futur. Mais le conseil d'administration, c'est des gens d'ici. Donc, il y a 7 membres du conseil d'administration, de Caraquet à Campbellton. Okay. Donc, nous, c'est vraiment le nord-est. C'est les gens qui comprennent la région. Absolument. Donc, en termes de participation, de projets, de planification stratégique, et ainsi de suite, on a une implication assez importante et impressionnante de notre COC. Ça démontre que vraiment la décentralisation, ça fonctionne parce que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses dans notre région. Oui. Parce qu'on est les gens on a les experts, on a les gens qui sont intéressés. Puis je trouvais ça très intéressant parce que je ne peux pas voir les gens dans la salle, mais je pose souvent la question, combien de personnes sont déjà venues au port, visiter le port, puis c'est très peu de personnes. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Oui. D'ailleurs, on a acheté une vanne de 15 passagers juste pour faire des tournées au port. Alors, les gens peuvent aller Absolument. Sur le site puis aller faire Absolument. Des visites guidées. Oui. Parce que le port appartient à tout le monde. Oui. Hein? Donc, et puis c'est un beau projet justement de développement économique durable. Puis c'était ça, le segment. On a eu la belle, la barque, la coop La Barque. Alors ça, c'était un beau projet de développement économique durable. Puis on a eu les beaux mots de Renaud Haché qui nous a bien... Moi, en tout cas, c'est beaucoup plus clair qu'est-ce que c'est le développement économique durable, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on c'est sur toutes les lèvres maintenant. Alors, M. Caron, merci beaucoup de votre présence. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Alors, ça termine le 3e et dernier segment de l'émission Espace maritime.